Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Il est 18h32, le fait du jour sur Europe 1. Un mois après la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde, quelle est la nouvelle donne pour le football français? Quels sont aussi les bénéfices et perspectives? On en parle avec vos invités dans Europe Soir, Lionel Gougelot. Pierre Rondeau, économiste du sport, est en studio avec nous. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Nous aurons en ligne également Éric Thomas, le président de l'Association française du football amateur. Nous serons en ligne avec Guy Roux, notre consultant, et Julien Pierce. Bonsoir Julien du service des sports d'Europe 1 nous accompagne Bonsoir. Également. La première question, elle est pour vous, Pierre Rondeau, et elle est très simple en fait. Peut-être la question que beaucoup de gens se posent, beaucoup de fans de foot se posent, quel sera le premier effet Coupe du Monde pour le foot pro français? Ce qui est certain, et on l'a vu d'ailleurs dimanche dernier, enfin le week-end dernier avec la première journée de Ligue 1, ce qui est certain, c'est qu'on aura un effet de mode, et on va avoir un effet de mode au niveau de l'affluence et de la billetterie dans les stades de foot, de Ligue 1, voire de Ligue 2. Pour un titre d'exemple, c'était la première fois depuis de très nombreuses années qu'on avait un vélodrome rempli vendredi dernier. À Marseille, ouais. À Marseille, en plein mois d'août, évidemment. C'est clair qu'en plein mois d'août, quand on regarde les affluences précédentes des années précédentes, on était à 30 000, 40 000. Là, pour la première fois depuis très longtemps, il était rempli. Idem au Parc des Princes, avec un Parc des Princes rempli. Donc c'est certain qu'on va avoir un effet de mode au niveau de l'affluence, chose qu'on avait déjà vu en 98, puisqu'en 98, sitôt la France championne du monde, on avait eu dès les premières journées de reprise du championnat une augmentation de 33%. Là, on a une hausse de 22%. Voilà, c'est ça, j'allais dire dans les 20% pour la première journée. On est dans les 20%, mais ce qui est certain, c'est que là, c'est encore l'été, donc les gens sont encore en vacances, mais on peut tout à fait s'attendre à ce que dès le mois de septembre, on ait des stades remplis grâce à l'effet Coupe du Monde, grâce à l'effet de mode de la Coupe du Monde et la victoire des Bleus à ce mondial. Le foot professionnel va s'enrichir ? Oui et non. Alors, il pourrait s'enrichir si justement les clubs arrivent à fructifier cet engouement, arrivent à fructifier cet effet de mode. Mais il faut aussi faire le travail derrière. Il faut aussi que ce ruissellement qu'on espère tant soit opéré aussi du côté des clubs professionnels. Fasse en sorte d'améliorer leur niveau de jeu, puisque c'est pas parce qu'on a gagné la Coupe du Monde que les gens vont naïvement aller au stade. Pour aller au stade, il faut qu'il y ait du spectacle, il faut qu'il y ait de l'envie et des résultats. Donc si derrière les clubs arrivent à fructifier cette ferveur populaire en présentant du beau jeu, mais sur la durée, pas dès la première journée, mais vraiment dans la 15e, 20e, 30e journée, on peut tout à fait s'attendre à ce qu'il y ait une pérennisation des affluences, donc un résultat sur la billetterie, donc un regain économique. Pierre Rondeau, économiste du sport, le foot français va-t-il mieux se vendre à l'étranger? Est-ce que c'est une bonne affaire en termes de droits télé? À titre d'exemple, au-delà des droits TV internationaux, ce qui est certain en termes de droits TV nationaux déjà par exemple, c'est que le président directeur général de Canal+, Maxime Saada, annonçait dès samedi qu'il y avait une augmentation des audiences par rapport à l'année dernière de 22%, encore une fois de plus de 20%. Donc oui, il y a de l'audience, oui, il y a des gens qui veulent regarder. Au niveau international, la réputation du foot français s'est améliorée, d'autant plus qu'on a 8 champions du monde dans notre Ligue 1, donc on va avoir un intérêt pour le public étranger. Donc on peut tout à fait s'attendre à ce que, de la même manière qu'en France, le public étranger, notamment le public asiatique, s'intéresse de plus en plus au foot français et soit de plus en plus attiré par ces matchs. Parce que l'Asie, c'est le marché du futur. L'Asie, c'est le marché du futur. On a eu le trophée des champions il y a 2 semaines qui était joué en Asie, en Chine plus précisément. Donc on a véritablement une envie, une volonté de développer le foot français à l'international. À titre d'exemple, aujourd'hui, le foot français vaut 80 millions d'euros en droits TV internationaux. La première ligue anglaise, elle est à plus de 1 milliard. Oui, donc on a une marge de manœuvre. On ne boxe pas encore dans la même catégorie. Pas encore, mais ça ne serait tardé normalement si on fait bien les choses. Et puis il y a quelques champions du monde qui évoluent quand même dans le championnat de Ligue 1. Et puis, j'allais dire, à la limite, le plus populaire d'entre eux, c'est Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Qui joue au Paris Saint-Germain, et qui est présent et qui brille en plus de sa notoriété et de sa force. Donc oui, effectivement, on a tout pour profiter de l'effet mondial et de pérenniser la chose. Maintenant, il faut faire le travail. Petit pas de côté, est-ce que ça sera également une excellente affaire pour les clubs étrangers dans lesquels évoluent les champions du monde français? Je pense à Griezmann à l'Atlético, Varane au Real, N'Golo Kanté à Chelsea. On pourrait considérer qu'on a à la fois le côté sportif. Est-ce que avoir remporté un mondial booste l'expérience, donc la compétence sportive? On a aussi le volet économique, et ça c'est sûr et certain, le volet économique, de manière totalement artificielle. Un titre mondial, c'est une bonification de la valeur marchande au minimum de 15%. Oui, c'est ça. Donc on voit mal, par exemple, l'Atlético laisser partir Griezmann. Et quand bien même il le laisse partir, c'est au moins un prix phénoménal. Donc, pareil pour N'Golo Kanté à Chelsea, qui en plus marque des buts maintenant. Exactement. Donc à tous les niveaux, c'est une bonification, je dirais, sportive et économique. Restez bien sûr avec nous, Pierre Rondeau, pour ce débat sur les conséquences et les retombées pour le foot français de cette victoire dans la Coupe du Monde. Éric Thomas, le président de l'Association française du football amateur, est en ligne avec vous. Bonsoir Éric.
Bonsoir. La question que l'on se pose derrière ce que vient de nous expliquer Pierre Rondeau, économiste du sport, c'est le foot amateur va-t-il profiter de cette victoire en Coupe du Monde ? On l'espère tous, parce que c'est nous qui sommes les principaux artisans de cette victoire en Coupe du Monde. Nous, ce sont les éducateurs des clubs amateurs. Nous, ce sont surtout les dirigeants bénévoles du foot d'en bas. Mais c'est nous qui finançons l'administration du football français. Les 14 000 clubs amateurs français font remonter 150 millions d'euros pour faire fonctionner l'administration du football au niveau national, au niveau régional et au niveau départemental. C'est beaucoup trop. C'est en moyenne 68 € par licencié. Donc ça, c'est un premier constat. Laissez-nous respirer, laissez-nous de l'oxygène pour qu'on puisse vraiment fonctionner. Ce n'est plus le cas. On est arrivé à un carrefour historique du football français où la fédération a rempli ses caisses, où il y a énormément d'argent dans le football tout en haut. Les clubs professionnels avec l'optique des droits télé d'ici une saison vont avoir aussi beaucoup d'argent, mais nous, il n'y a plus d'argent. Les caisses sont vides dans les clubs amateurs. Le chiffre qui a été publié, c'est 32 millions d'euros récoltés par la Fédération française de football auprès de la FIFA grâce à sa victoire en Coupe du Monde. Est-ce qu'il va y avoir, vous savez, le fameux effet ruissellement dont on parle si souvent pour le foot amateur? Le ruissellement, le problème dans le football, c'est que le ruissellement, il part du bas, il remonte vers le haut. Oui. C'est un ruissellement à l'envers. On n'attend rien de la Fédération française de football. Malheureusement, on n'attend plus rien. Les 32 millions, on nous dit qu'il y a 30% qui ont été consacrés. J'allais le dire, il y a théoriquement des engagements de ce point de vue. 30% en prime des joueurs. Pour nous, normalement, jouer pour l'équipe de France, c'est un honneur, une fierté, et on ne devrait pas bénéficier de primes. D'ailleurs, beaucoup de joueurs ont dit qu'ils reverseraient leurs primes à des associations caritatives, ouais. Et c'est très bien. Mais on nous dit aussi, et je reprends les déclarations de la fédération, que l'équivalent de 20 à 22 millions d'euros aurait été dépensé en un mois en Russie. Alors, on demande des comptes, on demande à quoi a servi cet argent. En tout cas, on ne nous a pas annoncé un centime pour le foot amateur. Et c'est bien dommage. C'est l'argent du foot amateur. C'est notre argent à tous, aux licenciés. D'ailleurs, je dis au passage que les licences vont augmenter d'1 €, là, dès cette saison, alors qu'on attend 10 à 15% de licenciés supplémentaires dans les écoles de foot à la rentrée de septembre. Pierre Rondeau, le foot amateur va rester le parent pauvre de cette histoire ? Malheureusement, oui. Et votre invité a tout à fait raison. On a besoin du foot amateur. Pour vous donner un exemple, en 98, après la victoire des Bleus, le gouvernement de l'époque socialiste a mis en place un plan d'investissement de 42 millions d'euros pour des projets locaux et amateurs. On peut tout à fait s'imaginer que ces 42 millions d'euros mis en avant en 98 ont permis la formation des champions du monde 2018. Oui, évidemment. On a financé dès la prime enfance les futurs champions. Si aujourd'hui on met de côté le foot amateur, on l'abandonne, on arrête de l'aider, on supprime les contrats aidés, on réduit les subventions, les dotations, on divise par 2 le budget du CNDS, comment va-t-on former la future génération 2038 ? Éric Thomas, cette victoire dans la Coupe du Monde, ça va amener des licenciés en plus dans les clubs, dans les écoles de football. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça ? C'est une excellente nouvelle, mais on a besoin de ballons, faut avoir les moyens de les accueillir. Mais bien sûr. Et aujourd'hui, c'est un véritable cri de détresse qui est lancé de tous les clubs amateurs de France. Vous savez que ces dernières saisons, 4000 clubs amateurs ont déposé la clé sous la porte, dans l'indifférence générale. Donc nous, on ne se tourne plus vers la fédération, parce qu'on a droit au mieux à de l'indifférence, au pire à du mépris. On se tourne vers nos députés et nos sénateurs qui nous annoncent, sous l'égide de Laura Flessel, une grande réforme du mouvement sportif, en disant... Oui, ce sont les clubs amateurs, quel que soit le sport d'ailleurs, le football ou les autres sports, qui sont à l'origine. Et le football, vous le savez bien, c'est plus que du football. C'est du lien social, c'est de la citoyenneté, c'est de l'éducation. C'est tout ce travail invisible qui est fait au quotidien. Guy Roux, vous êtes avec nous. Bonsoir Guy. Bonsoir. Comment vous réagissez à ce coup de colère finalement du monde amateur, duquel vous êtes encore très proche, ça je le sais. Je suis même revenu dans le monde amateur. D'une certaine façon. Je fais partie de l'association qui gère à la JOCR les enfants de 6 ans à 18 ans en quelque sorte. Qu'est-ce que vous en pensez, Guy ? Écoutez, nous sommes à la recherche d'un perfectionnement de nos cadres, bien sûr.
Je ne suis pas si sévère avec la fédération que notre ami, mais je reconnais qu'il y a quand même une certaine fêlure. Par exemple, pour la formation des cadres, il y a des cotisations à payer pour aller dans les stages qui sont énormes. Et ça, c'est très embêtant parce que ça limite la formation de cadres. Mais pour le reste, je pense que la fédération fait un travail énorme et que, ma foi, le ruissellement, non, mais les clubs amateurs sont pleins d'imagination. Les villages font des fêtes, les villages organisent. C'est l'associatif français par excellence, le football, et ça marche. Moi, dans Lyon, qui est un département encore très rural, il y a quelques années, il y avait 2000 clubs. Maintenant, il y en a 12 000. Non, la progression continue. Et la Coupe du Monde, là, va donner ça va rien donner au point de vue financier, mais ça va donner un coup au moral. On va être fiers de jouer au football. Guy et Roux, ça, c'est très important. J'ai une question pour le technicien que vous êtes. Les champions du monde actuels, là, ceux qui ont été sacrés le mois dernier, est-ce qu'ils doivent craindre un phénomène de décompression, de fatigue physique ou mentale post-Coupe du Monde? C'est possible pour un certain nombre d'entre eux. Il y en a qui vont repartir comme si c'était rien passé, après avoir été en vacances. Ils vont refaire une préparation physique dans leur club, et puis ils vont faire une grande saison. Et puis il y en a qui vont avoir du mal à s'en remettre, parce qu'ils ont été couverts de gloire, et ils vont avoir du mal à s'en remettre. Il faut gérer, je pense que tout ça avec prudence. La grande majorité, à partir de Noël, sera rentrée dans les clous. En 98, vous aviez un champion dans votre effectif, un champion du monde dans votre effectif à Auxerre. C'était Bernard Diomède, si je me souviens bien. Oui, j'avais Bernard Diomède. Comment ça s'était passé? Ça s'était pas bien passé. Ah. Non pas à cause de lui, parce que c'est un garçon formidable, qui est maintenant sélectionneur de l'équipe de France des 19 ans, et qui a une action formidable dans la banlieue de Paris, dans un département de la banlieue de Paris. Mais il était sollicité par des clubs anglais, et il était très troublé, ce qui fait que au bout d'un an, il est parti à Liverpool où il n'a pas bien réussi. Ouais, effectivement, lui, il a eu le vrai coup de mou, pardonnez-moi l'expression, on peut dire ça comme ça, Guy. Mais en revanche, par exemple, Guy Varche a continué à jouer chez nous et en Écosse, je crois, très très bien, a marqué des buts comme si de rien n'était. Ouais, et Charbonnier, qui était le 3e gardien de but, n'a pas été troublé du tout a fait des saisons très bonnes dans celles qui suivaient. Julien Pearce, journaliste du service des sports d'Europe 1. Les champions du monde, ils n'ont pas traîné, parce que beaucoup ont déjà repris la compétition, en Angleterre notamment. Oui, il y en a 6 exactement qui ont repris la compétition à ce jour dans leurs clubs respectifs. Et ça marche plutôt bien pour eux, puisque sur les 6 qui ont joué un match, 4 ont marqué un but, dont N'Golo Kanté que vous avez mentionné tout à l'heure, mais aussi Dembélé au Barça, Pogba à Manchester United, et Thauvin à Marseille en fin de match. Il est rentré en fin de match. Le 5e qui a joué, c'est Benjamin Mendy. Il a fait 2 passes décisives et c'est d'ailleurs les 2 seuls buts qui ont été marqués pendant cette rencontre. Et le 6e, c'est Hugo Lloris, le capitaine de Tottenham, qui a fait une belle performance et qui a fait un bel arrêt. Donc ils ont repris très vite. Ils ont pris 2 semaines de vacances. La plupart sont partis d'ailleurs avec un préparateur physique pendant leurs vacances pour préparer leur retour. Donc ça pose la question, ça soulève la question de la durée. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir ce rythme-là après un mois de compétition et la charge émotionnelle que ça implique? Parce qu'on n'a pas encore véritablement d'indication sur leur état de forme, à la fois physique et mental, quoi. On a le sentiment qu'ils sont plutôt dans la continuité de la compétition qui s'est achevée il y a un mois, de la Coupe du Monde, qu'ils n'ont pas fait vraiment de coupure, parce qu'à l'issue de la Coupe du Monde, il faut bien s'imaginer que pendant une semaine, il y a eu toutes les sollicitations, il y a eu les retours dans les villages, dans les villes d'enfance, etc. Tout ça, ça prend de l'énergie physique, ça prend de l'énergie mentale, et ensuite quelques jours de coupure, quelques jours de vacances. Mais est-ce que c'est suffisant quand on est sportif de haut niveau, qu'on fait 50, 60 matchs, 70 matchs par saison? Je suis pas expert de la question, mais en tout cas ça interroge certains spécialistes de la condition physique. Et Pierre Rondeau, on parlait tout à l'heure de la valorisation des champions du monde. Si pour certains d'entre eux il y a un début de saison en demi-teinte, voire même des blessures, là tout ça peut s'effondrer assez rapidement. Tout ça peut s'effondrer assez rapidement. Après, si le mercato s'arrête
s'arrête avant leur blessure physique ou psychique, il ne devrait pas avoir de problème pour eux. Ils restent champions du monde malgré tout. Alors c'est vrai que c'est certain qu'avoir enchaîné comme ça 50, 60, 70 matchs dans la saison, ne pas avoir coupé après cette victoire au mondial et avoir tout de suite recommencé la saison, même pendant les vacances, avoir un préparateur physique. Il faut quand même s'imaginer psychologiquement dans quel état d'esprit ils ont été. Ils sont partis en vacances avec un préparateur physique. Donc ils n'ont pas arrêté finalement, ils n'ont pas coupé, ils ne sont pas mis à dormir jusqu'à pas d'heure et à vraiment oublier la pensée footballistique. Ils sont restés dedans, concentrés, donc peut-être qu'ils vont performer ensuite une semaine ou deux, mais on peut tout à fait s'attendre à des blessures en octobre-novembre. Il y a même certains joueurs comme Ousmane Dembélé qui sont rentrés une semaine avant dans leur club, c'est-à-dire que leur club leur avait donné 3 semaines de vacances. Ousmane Dembélé, qui n'a pas beaucoup joué à son goût au mondial, a décidé de rentrer au bout de 2 semaines pour anticiper son retour. Et est-ce que ça sera payant? On verra bien, mais en tout cas, ça peut être inquiétant d'un point de vue physique. Qu'est-ce que vous en pensez, Giroud? Vous n'êtes pas un peu inquiet comme ça sur ces joueurs qui sont comme ça sur le fil à longueur d'année? Je vous prie de noter qu'ils ont passé 6 semaines de vie idéale de sportif. La vie idéale de sportif, c'est entraînement plus repos égale forme. Eh bien, qu'est-ce que c'était que le stage avec Didier Deschamps à Clairefontaine et les semaines qui se succédaient en Russie? C'était entraînement plus repos plus soin égale forme. Alors il y a seulement le choc évidemment d'avoir été champion du monde, le choc psychologique. Oui, mais ils vont s'y remettre. Quand ils sont champions, quand ils gagnent le championnat d'Angleterre, c'est pareil. Quand ils sont champions de France, quand ils vont en finale de la Coupe d'Europe avec Marseille, c'est pareil. Non, moi je pense pas qu'il va y avoir des retombées néfastes nombreuses. Ça pourra arriver, mais pas beaucoup. Si on se fie aux finales précédentes, par exemple à 98, ou bien les années de Michel Hidalgo, de Platini, eh bien les joueurs repartaient très très vite derrière et ils étaient de nouveau les meilleurs. Bon, alors ce qui est à craindre, c'est le premier match de l'équipe de France. Ça va être dur à négocier sur le plan psychologique, surtout que je crois que c'est l'Allemagne, dans l'espèce de compétition qui vient d'être créée. Et là, on va être en danger. Bon, merci, on verra ça effectivement. Merci Giroud. 2 mots, Julien, ce soir. Finale de la Super Coupe d'Europe, Atlético Real, Griezmann contre Varane. Oui. Il y a 4 champions du monde qui vont être à suivre. Il y a Varane du côté du Real, il y en a 3 du côté Atlético, Griezmann évidemment, Lucas Hernandez, latéral gauche qui s'est révélé pendant le mondial, et Thomas Lemar qui a été transféré à l'Atlético juste avant la Coupe du Monde. Ok, merci infiniment messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci Pierre Rondeau, merci à Éric Thomas, le président de l'Association française du football amateur. Merci notre ami Giroud, à bientôt j'espère sur Europe 1. Julien Pierce, bonne soirée. Dans un instant, on retrouve Frédéric Michel, notre correspondant sur la Côte d'Azur, qui nous emmène en camping, figurez-vous.